En ligne avec nous en direct sur France Info, en réaction bien sûr à l'info de cette matinée, la démission de deux poids lourds du gouvernement, les deux derniers représentants du MoDem, François Bayrou et Marielle de Sarnez. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Tout nouveau député France Insoumise, vous avez été élu dimanche. Quelle est votre réaction à ces deux départs ce matin ? Sur la démission de François Bayrou, je ne vois pas comment, enfin la démission, son retrait du gouvernement, je ne vois pas comment il pouvait faire autrement. C'est-à-dire que il était manifestement dans une situation de potentiellement juge et parti qui rendait impossible sa situation. Mais au-delà de François Bayrou, moi ce que je constate, c'est que, sauf erreur de ma part, on en est déjà à 4 retraits ou démissions du gouvernement en quelques semaines. De ce point de vue-là, François Hollande est largement battu. Et j'ai l'impression que l'enfumage autour d'Emmanuel Macron, d'une République exemplaire, de quelqu'un qui paraît marcher sur l'eau, finalement va vite se révéler celui d'une 5e République avec tous ses défauts, avec des affaires, avec tout ce qu'on a déjà vécu sous François Hollande ou sous Nicolas Sarkozy. Éric Coquerel, vous avez lancé une campagne, vous et les Insoumis sur les réseaux sociaux, parlant d'Emmanuel Macron et de sa République. Les ripoux, la République des ripoux. C'était l'argumentaire du FN il y a quelques années, ça ? J'ai pas connaissance de cette campagne, mais bon, je veux bien l'apprendre. Mais enfin allez sur Twitter. Bon, oui, la comparaison avec le FN, c'est bon, quoi. Je vais peut-être pouvoir aborder ce que nous portons sans que vous me compariez, sans à nous comparer. Je vous compare pas, c'est juste qu'en ce moment les Insoumis communiquent là-dessus sur les réseaux sociaux. D'accord. Moi, je vous dis une chose, c'est que pour notre groupe, nous tapons et nous disons depuis maintenant plusieurs semaines, y compris sur la question de l'abstention de 57% des Français législatifs, que on va droit vers une crise de régime parce que la 5e République est à bout de souffle. Je pense qu'elle le montre en termes électoraux. C'est quand même la vie démocratique et parlementaire de ce pays qui est atteinte par une telle abstention, et elle est aussi à bout de souffle parce que elle facilite le mélange entre des intérêts personnels, des intérêts de parti, des intérêts financiers et des intérêts politiques. Et ce que je constate simplement, c'est que la présidence d'Emmanuel Macron ne va pas effacer ce qu'on a pu constater maintenant depuis 2 quinquennats. Voilà ce que nous disons aujourd'hui. Et je vous rappelle que Madame Pénicaud, si je ne me trompe pas, est peut-être susceptible aussi d'être trempée dans une affaire, alors là, autrement plus grave, qui est celle de Business France et du voyage à Las Vegas. Donc, à mon avis, tout ça n'est pas terminé. Éric Coquerel, la campagne d'Emmanuel Macron, candidat, était assez dégagiste finalement. On devait tourner la page sur les anciennes pratiques. Là, aujourd'hui, c'est votre angle de tir. Vous vous dites, finalement, eux aussi, c'est de la vieille politique ? Mais oui, c'est la vieille 5e République. Et ça va être aussi la vieille 5e République dans cette tentative de passer en force dès cet été la loi travail avec des ordonnances estivales en comptant sur la torpeur, la chaleur et les vacances pour faire passer ça en force. C'est pas comme ça qu'on doit gouverner le pays. Nous le disons, on ne doit pas, brusquer. C'est le prochain rendez-vous, la loi travail, c'est ça ? C'est le prochain. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il serait souhaitable que la succession des affaires n'empêche pas là de parler aussi de ce qui se prépare. Bon, c'est une chose, les affaires Ferrand, les affaires du MoDem, je vous dis l'affaire Pénicaud qui arrive droit devant, ça montre que on va droit vers une crise de régime et non pas vers un espèce de quinquennat tranquille pour Monsieur Macron. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est effectivement que nous l'avons dit à Emmanuel Macron, on ne peut pas prétendre casser tout le code du travail français en ayant une majorité élue par 15% des inscrits. Et il serait bien inspiré, par exemple, d'organiser un référendum s'il voulait vraiment avoir de nouvelles pratiques politiques. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vers cela qu'il se dirige. Éric Coquerel, député France Insoumise, merci beaucoup d'avoir répondu en direct ce matin à France Info. Nous va l'inviter, le député Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Éric Coquerel disait à l'instant, on va avoir une crise de régime. C'est votre avis aussi ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour mettre des charbons ardents sur un feu qui couvre déjà assez largement. Et donc je veux me limiter à prendre acte de la décision qui a été celle des 4 ministres concernés par les affaires. Et je veux considérer que c'est la décision qu'il fallait prendre. Maintenant, effectivement, on le voit bien, la question de la moralisation, elle reste devant nous. Et il était intenable pour le garde des Sceaux d'être à la fois celui qui parle de cette moralisation et en même temps celui qui continue à diriger des services qui enquêtent contre lui. Voilà, donc la décision est une décision sage, une décision même indispensable. Et maintenant, je souhaite que nous puissions aller très loin sur cette loi dite de confiance et que nous puissions aller y compris dans des niches qui n'avaient pas été explorées jusqu'ici. Olivier Faure,
Olivier Faure, Oui. moralisation, confiance, est-ce que le fait d'exfiltrer Richard Ferrand et Marielle de Sarnez du gouvernement, parce qu'il y a des affaires en cours, vers l'Assemblée pour diriger des groupes parlementaires, est-ce que ça c'est digne d'une République en marche 21e siècle? Écoutez, je ne sais pas si c'est digne. Je ne veux pas, dans ces affaires qui sont encore en cours, il s'agit de gens qui n'ont pas encore été mis en examen. Donc faisons attention aussi à ne pas aller plus vite que la musique et de considérer que chaque... Mais ça veut dire que ministre et président de groupe parlementaire, c'est pas aussi important? C'est ça que ça veut dire? C'est pas le président de groupe parlementaire que je suis qui va vous dire que ce n'est pas important. Mais en même temps, je ne veux pas non plus que l'on considère que toute personne soupçonnée est forcément coupable. Parce que ce serait aussi une dérive de nos propres institutions et notre regard ne peut pas être celui-là, y compris sur des gens qui sont soupçonnés à ce stade. Donc la différence entre un ministre et un président de groupe, c'est qu'un ministre est en charge de l'État, qu'il a la responsabilité qui l'engage et qu'il a une obligation, s'agissant par exemple du cas de Dessau, c'est qu'il est, y compris quand il est même soumis à une enquête préliminaire, c'est qu'il devient juge et partie, ce qui est intenable. C'est très différent pour un président de groupe. Olivier Faure, député socialiste, en direct sur France Info. Merci beaucoup. Jean-François Killy, Yael Gauz, Sylvain Tronchet. Merci à vous, messieurs. 9h58. Il n'y a jamais eu autant de parlementaires depuis sa création. Et puis, il restait le cas François Bayrou. Très, très, très silencieux depuis 4 jours, en fait. Depuis ce week-end. Il n'a pas passé une tête à l'Élysée dimanche soir pour aller célébrer les résultats. Contrairement aux dernières semaines. Il n'était pas là. Il ne tweetait plus depuis 3 jours. Il n'a pas réuni ses troupes. Pourtant, il avait de quoi se féliciter. 42 députés, c'est un succès pour lui à l'Assemblée, même si ce n'est plus nécessaire dans la majorité absolue que détient La République En Marche. Donc politiquement, c'était intenable. Et donc, il y a eu cette discussion au sommet de l'État. On n'était pas dans la coulisse, on ne peut pas révéler de secret pour l'instant entre ce qui s'est dit entre Emmanuel Macron et François Bayrou, mais quelque part, il ne pouvait plus tenir. Donc on dit c'est un choix personnel. Il les a un peu poussés, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là. Il était acculé au départ, François Bayrou. Et il fera cette conférence de presse à 17h pour s'expliquer. Drôle de timing, hein, c'est ce qu'on dit aussi chez les proches d'Emmanuel Macron. L'ego de François Bayrou jusqu'au bout. 17h, on va être quasiment dans la fenêtre de tir de l'annonce du gouvernement Philippe II. Donc tout ça va se percuter. C'est pas très bon pour l'image du gouvernement Philippe II. En même temps, pour Emmanuel Macron, c'est le moment ou jamais de clarifier les choses et de faire sortir ces ministres qui étaient fragiles et qui fragilisaient son discours politique de la campagne sur la probité absolue. Alors on va revenir aux sources de tout ça. Sylvain Tronchet de la cellule investigation de Radio France nous a rejoint. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Et tout part en fait de votre enquête sur les assistants parlementaires des eurodéputés MoDem. Oui, on travaillait depuis maintenant à peu près 1 mois et demi avec Élodie Guéguin sur ce sujet. Et puis ce qui a un peu tout précipité, c'est le signalement devant le procureur de la République de l'ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Benamias qui affirme qu'en réalité, il était responsable web du MoDem. Dans la foulée, effectivement, nous avons révélé qu'il n'y avait pas que son cas, qu'il y avait au moins 7 autres cas d'assistants parlementaires qui occupaient parallèlement des fonctions importantes au MoDem qui semblaient difficilement compatibles avec des emplois d'assistants parlementaires, surtout que bien souvent, 75-80% de leur salaire était pris en charge en réalité par le Parlement européen et que dans le même temps, ils avaient des fonctions qui semblaient être des fonctions à plein temps au sein du parti. Il y avait des cas aussi un peu étranges. La standardiste du MoDem, par exemple, qui se retrouvait employée à mi-temps par la députée Nathalie Griesbeck, le tout culminant sur la période 2009-2012, qui n'est pas une période anodine pour le MoDem, parce que c'est le moment où le parti a des soucis d'argent. Les législatives 2007 qui conditionnent le financement politique du parti ont été catastrophiques. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides, le financement public s'est effondré, et dans le même temps, François Bayrou est en train de préparer sa campagne 2012, sa 3e campagne présidentielle, celle où, au sein du MoDem, on se dit que ça doit être la bonne, après les 18,5% qu'il a réalisés en 2007. Force est de constater que jusqu'à maintenant, aucun des députés européens du MoDem n'a su nous donner d'explications vraiment convaincantes sur la répartition des temps de travail, sur les tâches réelles qu'effectuaient ces assistants parlementaires auprès d'eux. En revanche, on n'a eu aucun souci à retrouver la réalité de leur travail au sein du parti. Et puis, les révélations s'accumulent. Libération, ce matin, rajoute 3 cas aux
2008 que nous avions déjà évoqué, et une enquête est ouverte, on le sait. Corinne Lepage, qui la première avait dénoncé dès 2014 dans un livre qui s'appelait Les mains propres, ce système a été auditionné hier par l'Office anticorruption. Elle a réitéré ses accusations en tant que témoin, à savoir qu'on lui avait demandé en 2009 de mettre à disposition un assistant pour le parti, ce qu'elle avait refusé. Il se dit, nous avons des informations en ce sens, que ces méthodes remonteraient à avant 2009, également sur les périodes précédentes, du temps de l'UDF, et que de ce point de vue-là, on peut soupçonner l'existence d'un système installé de financement d'une partie du fonctionnement du MODEM et de l'UDF avant. Donc des soupçons d'emploi fictif, disons-le clairement. D'emploi fictif, ou en tout cas de financement du fonctionnement du parti par des fonds européens, puisque en l'occurrence la majorité des parlementaires dont disposait le parti à ce moment-là étaient des parlementaires européens, beaucoup plus que des parlementaires nationaux. Une précision, Sylvain, François Bayrou n'est pas concerné directement, visé. Alors, il n'est pas concerné directement au sens où il n'est pas il fait pas l'objet de l'enquête préliminaire. Voilà, il n'est pas parlementaire européen, donc de ce point de vue-là, on ne peut rien lui reprocher. Mais... En revanche, lorsque l'on sait par exemple que sa chef de cabinet, son assistante personnelle, son attaché de presse étaient employés les unes par Marielle de Sarnez, les autres par Robert Rochefort en tant qu'assistante parlementaire, il y a évidemment des questions qui se posent. Il y a aussi sa responsabilité de chef de parti, d'organisateur, évidemment, qui forcément, à un moment ou à un autre, doit être mise en cause et qui fera que très probablement, il sera auditionné lui aussi par les enquêteurs. Jean-François Aquili, François Bayrou, pas mis en cause directement, mais quand même, pour un homme, un ministre de la Justice qui était censé porter la loi sur la moralisation de la vie publique, ça faisait tâche. Ah ben c'est dans la tourmente. On imagine que depuis une bonne quinzaine de jours, François Bayrou s'interroge, que Emmanuel Macron ne sait pas comment faire avec ces ministres-là. Emmanuel Macron confronté aussi au cas qui est différent. Ce n'est pas la même histoire de Richard Ferrand, cas qui a été tranché aussi récemment, avec un début de quinquennat, non pas à la fête de la musique, mais à la fête de la petite musique des affaires, si je puis dire. C'est une histoire assez compliquée. François Bayrou, effectivement, avait un choix difficile à faire, puisque pour lui, vous imaginez, François Bayrou, toute sa vie, ça a été la quête de l'Élysée, les campagnes présidentielles successives, sur des marques qui n'étaient pas encore admises dans l'opinion, cette espèce de jonction et de droite et de gauche, et en même temps, comme dirait le président de la République. Donc, si vous voulez, c'est Emmanuel Macron qui s'est emparé de ce credo-là. François Bayrou l'a rejoint, comme on le sait, au mois de février, et lui a donné ce supplément de popularité pour permettre à Emmanuel Macron d'accéder au deuxième tour et de remporter haut la main cette élection présidentielle. Arriver pour François Bayrou, faire participer à cet équipage-là, et qui plus est dans une position aussi intéressante que celle de garde des Sceaux, afin de porter cette loi de moralisation de la vie publique, qui a été aussi un petit peu sa marque de fabrique politique durant toutes ces années. On a vu ses combats contre notamment Bernard Tapie, et échouer si près du but, c'est quelque chose qui doit être extrêmement difficile.